Alors moi, je vais vous parler de l'économie résidentielle par le biais de la politique du logement, et cette fois au niveau cantonal, du canton de Neuchâtel. Eh bien, nous allons faire face à un double défi qui est très simple et qui est très récurrent dans beaucoup de régions, qui est celui d'atténuer la pénurie de logement et évidemment le vieillissement de la population. Mais d'abord, la pénurie de logement, pour ceux qui ne sont pas du canton, figurez-vous que Neuchâtel est en pénurie, la Chaux-de-Fonds aussi. Il n'y a que le Locle qui n'est pas en pénurie dans le canton. Le vieillissement de la population, alors c'est quelque chose qu'on entend depuis très longtemps, hein, tout le monde en parle depuis énormément, mais il faut savoir qu'en 2040, on va presque doubler les plus de 80 ans. Et ça, c'est facile parce que c'est nous. Donc, on peut nous compter. Donc, on sait que ça va vraiment, vraiment augmenter. Mais je reviendrai sur ce sujet. Sachez juste que le canton de Neuchâtel a lancé une planification médico-sociale en vue de construire 1000 logements dits protégés avec encadrement, où l'idée, c'est vraiment de pouvoir donner une structure intermédiaire entre le logement standard et le home. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas très connu. Le 63% des ménages neuchâtelois ont revenu imposable fédéral direct de moins de 50 000 francs. Et c'est comme ça dans à peu près tous les cantons. On analyse toujours la dernière partie, les personnes les plus riches. Mais ce chiffre est important pour l'Office du logement parce que, pour ceux qui connaissent les immeubles LCAP qui sont subventionnés, c'est à partir de 50 000 francs de revenus IFD que vous êtes éligible à ces logements subventionnés. Donc ça veut dire que l'Office du logement travaille juste pour la majorité des Neuchâtelois et pas la minorité. Ce chiffre est très important aussi parce que beaucoup de gens imaginent qu'il faut attirer du millionnaire, comme tout le monde, hein. On se bat tous pour essayer d'attirer les très bons contribuables. Moi, je dirais que l'idée, ça serait plutôt de faire en sorte que ceux qui sont à cette limite des 50 000 francs soient plutôt contributeurs plutôt que subventionnés. Donc, de les aider à développer leur pouvoir d'achat, en fait. Alors, parlons un peu des tensions qui implique la pénurie de logement. Alors évidemment, nous avons l'immigration, mais nous avons aussi un taux de divorce dans le canton de Neuchâtel qui est monstrueux, puisque c'est le plus grand de Suisse. C'est simple, hein, si on passe notre temps à essayer de construire et que les gens passent leur temps à divorcer, ça ne sert à rien. Parce que une famille de 4 personnes où il y a un divorce, ça devient un 8 pièces de cuisine. Donc c'est vraiment extrême. Par contre, il y a un autre élément qui est important, c'est que pourquoi on remet l'histoire du vieillissement de la population? Quelqu'un sait pourquoi l'âge de la retraite a été posé à 65 ans? Je pense qu'il y a certains qui doivent avoir la réponse. Elle est difficile à deviner. C'était l'espérance de vie au moment où on l'a décidé. Donc en gros, on a fait une politique qui coûtait juste rien à l'époque. Il y avait quelques survivants, mais enfin c'était très rare. Ça, c'était en 1948. En 1962, on vivait 2 ans de plus que l'âge de la retraite. D'accord? 2 ans. Aujourd'hui, on est entre 20 et 30. Donc, les personnes âgées restent entre 20 et 30 ans plus longtemps dans leur logement. Eh bien, ça péjore, ça provoque une pénurie de logements. C'est extrêmement important. Après, on a le fameux taux d'occupation du logement de mètres carrés par personne. Dans les années 70, c'était 25 mètres carrés. Aujourd'hui, on est à 45 mètres, on va vers une tendance à 50. Alors au départ, on pensait que c'était la construction des PP avec des lofts incroyables, 300 mètres carrés par famille, enfin le truc. Mais ça reste assez marginal parce que même si on en construit quelques milliers sur la masse, ce n'est pas ça qui va influencer. En fait, après avoir fait quelques recherches, on a découvert que c'est surtout le fait que les couples dont les enfants partent, ils ne déménagent pas. Mais pourquoi ils ne déménagent pas? Parce qu'ils sont dans un logement qui coûtent moins cher que des choses plus petites qui sont neuves sur le marché. Donc, on appelle ça la relocation. C'est-à-dire, vous avez plein de personnes seules ou en couple à Neuchâtel qui vivent dans des 4 pièces à 900 francs. Ces 4 pièces n'existeront jamais à 900 francs sur le loyer. À la seconde où ils partiront, ils seront rénovés, ils seront loués beaucoup plus cher. Et eux, pour pouvoir quitter leurs 4 pièces, ils vont prendre peut-être un 2 ou un 3 pièces qui coûtera 1005. Alors, ils ont de la peine à comprendre pourquoi ils devraient payer plus pour avoir plus petit. Voyez? Donc, c'est la raison pour laquelle on a un sérieux souci de mètres carrés qui n'arrêtent pas de s'allonger. Et je vous rappelle au passage qu'on essaye d'avoir des politiques
de tri du déchet, d'économie d'énergie, mais alors on chauffe le double et on vit dans du toujours plus grand. Ça n'a pas tellement de cohérence, ça. Alors, un autre chiffre qui est bien édifiant, en 2030, le quart de la population suisse aura plus de 65 ans. Bon, ok, aujourd'hui 18%, ouais, ça ne veut pas dire grand-chose. Sauf que les familles représentent 32% aujourd'hui et qu'elles représenteront 29% en 2030. Ça signifie que les personnes âgées sont méchamment en train de rattraper les familles. Pourquoi? C'est simple. On est en famille 25 à 30 ans maximum. Mais si on en vit 80, finalement, c'est une petite part. Donc, si 30% représentent les familles, ça veut dire que 70% des gens vivent seuls ou à deux. 70%, vous avez bien entendu. La moitié des villas en Suisse sont occupées par des gens seuls ou en couple. Et a priori, les villas ont été constituées pour des familles. Vous avez, sur le marché neuchâtelois, 54% des logements, c'est des 4 pièces, ou des 5 pièces, ou des 6 pièces. Et on a dit que 70% des gens vivaient seuls ou à deux. Mais ils ont encore de la peine, certains couples, à prendre à 2 pièces. Pourtant, une porte, ça suffit pour se faire la gueule. Donc, le but, l'objectif de la politique du logement, c'est clairement d'augmenter et de maintenir la part de loyers abordables par rapport au reste du marché. On veut passer de 2 à 5%, donc je pense qu'une petite vingtaine d'années devrait fonctionner. Pour donner un exemple, sur Zurich, on est à 25% de logements d'utilité publique. La Suisse romande, 5%. Au niveau du canton, pour les 10 prochaines années, nous avons estimé les besoins en logement à environ 3 000, tout compris. Il faut construire 3 000 logements dans les 10 prochaines années, dont 1 000 pour les personnes âgées. Mais ce n'est pas que 1 000 d'utilité publique pour les personnes âgées. Je rappelle quand même que la moitié des millionnaires ont plus de 65 ans, que leur revenu moyen mensuel est de 6 000 francs. Donc, c'est la première fois dans l'histoire que les rentiers ont plus d'argent que les jeunes familles, que je rappelle qu'eux doivent trouver des appartements qui coûtent plus cher que ceux qui sont depuis longtemps et qui ont un meilleur salaire. Personne n'en parle de cette grande différence qu'il y a au niveau intergénérationnel. Mais enfin, on va les construire où et comment? C'est la grande question. Alors, on peut choisir le modèle du Nevada. Ça donne très envie, c'est super motivant. Sinon, autrement, à part le logement pur, on peut parler de pôle économique. C'est très à la mode de développer des pôles économiques. Alors, on peut le faire. Alors, cette photo est absolument immonde, mais vous imaginez quand même l'histoire. C'est en France, à Saint-Denis, et nous sommes à Landy. Ça s'appelle Landy. On voit, les dimensions sont très très grandes dans les allées. C'est vraiment des avenues. On a une dimension donc importante de la maille. Les fonctions sont uniques par îlot, donc il y a une grosse entreprise par îlot. Et là, on voit bien que où il y a la gare qui se trouve ici. Quand on veut aller là-bas au fond, c'est simple, on prend la voiture. Je veux dire, c'est pas possible. Vous n'allez pas à pied dans ce coupe-gorge où il n'y a rien, sauf des voitures qui vont en dessous. Enfin, vous voyez où je veux en venir? Ça, c'est quelque chose qui m'a fait rire quand je l'ai vu. Un Suisse sur 3 ne sort pas de chez lui à pied. Étude de l'EPFL. Par contre, les gens des villes marchent davantage que ceux de la campagne. Donc ça veut dire quoi? Vous voyez où je veux en venir, évidemment. C'est que le logement, il faut le faire intelligemment. On ne va pas le mettre n'importe où. On ne va pas créer le système du Nevada d'un côté et puis de l'autre avec le grand pôle économique. On est obligé d'avoir la voiture dans les deux cas. L'idée, c'est évidemment de privilégier les constructions en moyenne et forte densité à l'intérieur des agglomérations en évitant le limitage du territoire. Mais pourquoi? Bien sûr, pour préserver le paysage et les terres d'assolement, mais aussi pour optimiser les infrastructures. Parce qu'on a vu avant qu'il n'y avait pas grand monde qui payait beaucoup d'impôts. Donc ça serait bien qu'on arrête l'étalement, comme ça on arrête de payer beaucoup d'impôts. Vous voyez l'idée? Donc on peut convaincre même les gens qui ne sont pas très pour le logement d'utilité publique avec ce genre de choses. Après, il y a les fameuses dents creuses par rapport à la nouvelle LAT. Là, on se réjouit de voir comment on va résoudre les problèmes d'opposition. Ça va être assez sympa, je pense. Et nous, on a décidé, on a pris le parti d'encourager les quartiers durables selon l'arrêt, que vous connaissez certainement. Mais je vais quand même vous expliquer ce que c'est. L'idée, c'est dans un quartier, on a la triple mixité, dans la mesure du possible, sociale, intergénérationnelle et fonctionnelle. C'est-à-dire que
on met des gens qui ont différents revenus, qui ont différents âges, et si possible, on met du logement avec des emplois. On densifie à l'intérieur, ça on l'a dit avant. Au niveau énergétique, parce que nous n'aidons les logements qui sont qu'en minergie P, donc c'est très sévère. Des lieux verts ouverts à tous de rencontres, c'est-à-dire qu'on ne privatise plus le sol avec la grande haie de tuyas devant chaque petit logement qui est au rez-de-chaussée, ça c'est terminé. Et dès le moment où on se retrouve à l'extérieur, vu que les voitures sont en dessous, ça veut dire qu'on est d'accord de rencontrer l'autre. On a des lieux de rencontre. Donc, un principe participatif quand il y a une coopérative d'habitation, évidemment. Et moi, je décrète que ça, c'est bénéfique au niveau de la cohésion sociale. Allez hop, un grand mot. Mais c'est quoi ce truc ? Alors, la cohésion sociale, c'est très facile, c'est du lien, c'est du mieux vivre ensemble, c'est de l'interaction entre les gens. Tout le monde voit ce que c'est. Mais qu'est-ce qui se passe quand il n'y en a pas ? Eh bien, c'est simple, on se sent seul, on a des préjugés, on ne comprend pas les problèmes des autres, on peut même en avoir peur. Et moi, je décrète que ça, c'est un problème au niveau de la démocratie. Parce que le jour où on sera tous vieux, je vous rappelle, on coûtera tellement cher que les jeunes risquent de voter contre nous s'ils ne voient pas les problèmes auxquels ils seront confrontés plus tard. Évidemment, ça marche aussi entre les riches et les pauvres et les étrangers et les Suisses. Toujours est-il que si on est dans une interaction, dans un quartier qui fonctionne avec des solutions où les gens se rencontrent, etc., on lutte contre l'isolement, donc on a une meilleure santé. Ça, des études ont été faites sur les quartiers durables dans le Nord. D'ailleurs, si vous entendez bien avec vos voisins, vous avez moins de risques d'arrêt cardiaque. Ça, c'est américain comme étude. Mais oui, parce que vous êtes en sécurité chez vous, vous vous sentez bien. Tandis que si vous êtes toujours en train de rager parce que vous avez vu la tête de l'autre, ça ne va pas. Il y a aussi un sentiment de sécurité. Quand on connaît ses voisins, on se sent en sécurité. Donc imaginez dire à des autorités que parce que vous construisez un quartier durable, vous agissez en même temps sur les coûts de la santé, de la sécurité, et que vous stabilisez vaguement la démocratie parce qu'on apprend à mieux vivre ensemble, je pense que ça vaut la peine, non ? Donc, je vais vous donner qu'un exemple. D'habitude, j'en ai plein, mais là, comme le temps est réduit, vous n'en aurez qu'un. C'est à la Chaux-de-Fonds. C'est en construction actuellement. Il s'agit du modèle du Corbusier. Alors, vous avez la gare à la Chaux-de-Fonds. Il s'agit d'une friche des CFF où là, la commune a mis en place une stratégie foncière active, c'est-à-dire qu'elle a acheté le terrain au CFF. Et ça, j'encourage toutes les communes à avoir une stratégie foncière active. Ensuite, on a fait un plan spécial. Il s'agit d'un projet à 70 millions où vous avez une coopérative d'habitation, 36 logements, avec une crèche communale dessous. La PPE, c'est facile à repérer, ils ont besoin de plus de lumière, donc il y a des fenêtres plus grandes dans la PPE. Là, vous avez le logement pour les personnes âgées, évidemment le garage qui est en dessous, l'office AI, l'ORIF, donc des emplois. Le tout en triple mixité sociale, intergénérationnelle et fonctionnelle. On est au top du top. On est assez content, c'est en train de se monter en ce moment. Figurez-vous que quand on a fait la séance d'information, on avait un peu les jetons parce que c'est là qu'en général, les mouvements contre naissent. Puis on s'est dit, c'est quand même, je veux dire, c'est pas petit, c'est grand comme chose, en plein centre-ville quand même. Eh bien, à la fin de la présentation, on a eu des applaudissements. Et les gens sont venus s'inscrire pour des logements. On a dit, mais on n'a pas de plan, pas de prix, c'est pas grave, je veux venir quand même. Il y a eu un concours d'architecture et l'idée aussi, c'est qu'on voit peu la différence entre les différents logements. Et puis, on n'a pas totalement mélangé, on a fait par entrée, mais je pense que c'est un modèle qui devrait faire des émules et qui est vraiment formidable pour le canton de Neuchâtel. Alors, les bénéfices au niveau des communes, je dirais que quand on est sur du quartier durable par rapport à la zone de villa, bien sûr, on est sur un investissement réduit en termes d'infrastructures parce que les évacuations d'eau, les amener, les routes, etc., enfin tout ça, vous voyez bien que ça coûte moins cher quand on est plus dense. Les habitants des logements d'utilité publique sont obligatoirement en résidence principale, donc ils payent des impôts. Et comme ils ne sont pas propriétaires, ils n'ont pas de déduction de dette fiscale, de dette hypothécaire, pardon. Si vous construisez une magnifique PPE dans un endroit splendide de votre commune, qui vous a coûté un bras pour rendre viable, vous n'avez aucun moyen d'obliger les gens à s'y inscrire en tant que résidence principale. Ça signifie que s'ils viennent en résidence secondaire, vous ne voyez pas un franc d'impôt.
Il semblerait qu'à Zurich, au mètre carré, les zones où il y a des coopératives d'habitation rapportent plus d'impôts que les zones de villas, évidemment, puisqu'il y a un étalement qui est beaucoup plus grand. Ensuite, il y a aussi une rente qui est garantie au long terme, si tant est qu'il y a un droit de superficie, évidemment. Et les quartiers durables, moi, je pense que c'est bon pour l'économie résidentielle et aussi pour l'attractivité de la commune. Donc, il faut absolument mettre en place une stratégie foncière dynamique en tant que commune, ou en tant que région en tout cas. Au niveau social, je pense que les habitants deviennent les acteurs de cette fameuse cohésion sociale parce qu'on a une salle commune, il y a des lieux ouverts, il y a l'encadrement des seniors qui se fait, donc on est en train de mettre en place tout un système où on va avoir une assistante socio-éducative qui va venir pour faire en sorte qu'il y ait un lien entre les personnes âgées, un petit peu d'animation, mais surtout qui va voir quand la personne décline. Et avant qu'elle décline, on met en place docteur, soins à domicile, parce que les personnes âgées ont tellement peur d'aller dans un home qu'elles dépérissent chez elles jusqu'à ce qu'elles soient obligées d'y aller, vous voyez. Donc là, c'est l'inverse. On établit un lien de confiance pour faire en sorte d'agir avant. Donc, vous avez aussi les quartiers solidaires au niveau du canton de Vaud. Je vous invite à aller voir le site de Prosenectoutet, qui est absolument formidable, où Prosenectoutet essaye avec les municipalités et le concours d'un travailleur social d'intervenir dans des quartiers qui sont déjà construits, où il y a une pièce commune dans lesquelles les gens se réunissent et où on peut faire de l'intergénérationnel, où on peut faire du multiculturel, où on peut faire n'importe quoi, mais surtout faire naître une vie associative où les gens prennent le lead et au bout d'un moment, le travailleur social, il se retire et il laisse la vie associative continuer. Et il revient au bout de 2 ou 3 ans pour voir si tout fonctionne. Donc ils ont 10 ans de recul, ils ont fait des études, c'est très intéressant. Donc, en conclusion, je dirais qu'en finalité, l'économie résidentielle, à mon avis, c'est un moteur décisif d'attractivité qui est durable. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas délocaliser l'économie résidentielle, donc par essence, elle est durable, dans une région. Et pour ce faire, il faut absolument la mixité d'affectation des zones. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut arrêter de construire que du logement d'un côté, que du pôle économique de l'autre, mais il faut essayer de remettre ensemble et de créer une ville compacte, ce que le quartier durable est en définitive. C'est un petit modèle de ville compacte. C'est l'idée de pouvoir sortir de chez soi, d'aller boire un verre, de rencontrer l'autre et arrêter de juste prendre sa voiture, aller à un endroit, revenir avec sa voiture. C'est ça l'idée. Donc, si on veut organiser le territoire à des fins de développement économique et social, eh bien, il faut soutenir autant l'économie productive que l'économie résidentielle, et il faut y mélanger du logement. Voilà ma thèse. Donc, en conclusion, vous savez que la ville du futur, elle est déjà construite à 80%, on ne va pas raser Paris. Donc, ça vaut la peine de se battre pour que les rares endroits où on peut encore faire quelque chose, ben, on le fasse juste sous les modèles des quartiers durables. Notre politique s'applique à la construction de logements d'utilité publique, mais aussi à la rénovation de logements d'utilité publique. À La Chaux-de-Fonds, nous avons un projet d'une maison qui est pratiquement vide, de 30 logements, que nous allons entièrement rénover et transformer en coopérative d'habitation. Je dirais que dans les microscopiques villages, le problème numéro 1 qu'on a, c'est qu'au niveau du logement d'utilité publique, par rapport aux montants que j'aide à obtenir de la Confédération, puisqu'il y a les montants cantonaux et fédéraux, on peut les obtenir que si on est à moins de 300 mètres d'un transport public efficace. C'est-à-dire pas 2 fois par jour. Donc, si vous êtes vraiment dans un village perdu au milieu de rien, vous ne pourrez pas obtenir des aides pour créer du logement d'utilité publique, malheureusement. Mais ça veut aussi dire qu'a priori, dans ces endroits-là, le prix du logement n'est pas aussi trop élevé. Parce que je vous rappelle que nous, on lutte contre la pénurie de logements, surtout à loyer abordable, et qu'on préfère que cette économie résidentielle, finalement, on la densifie, celle qui existe déjà, on l'encourage en mettant des gens le long des transports publics et de ce qui existe déjà. Notre but, ce n'est pas de remettre des habitants partout. Les hameaux, je pense qu'on va les enlever pour remettre la nature, comme disait. Est-ce que ces logements sont plutôt destinés à des gens qui finalement sont déjà à La Chaux-de-Fonds et donc en fait se déplaceraient d'une habitation à La Chaux-de-Fonds dans une autre habitation de La Chaux-de-Fonds, ou est-ce que vous avez des gens qui sont finalement venus de l'extérieur du canton
voire même de Neuchâtel. Alors ça, c'est assez difficile à gérer, hein. C'est comme on disait avant, c'est très difficile de dire qui va venir dans les logements qu'on construit aujourd'hui. Évidemment que nous, on construit pour les gens qui existent aujourd'hui et qui ont besoin de logement. Même dans une zone de villa, vous avez des enfants, ils n'ont pas tout de suite l'argent pour acheter une villa, vous voyez. Donc c'est bien s'ils peuvent vivre à proximité dans un logement pas trop cher, le temps d'économiser pour éventuellement acheter de la PPE plus tard. Mais l'idée, c'est qu'on ne peut pas savoir pour qui ce sera. On ne va pas indiquer dans les baux que c'est spécifique à ceux du coin ou pas. Non, c'est excessivement difficile. On crée du logement pour faire venir des gens, ça c'est clair. Il y a une volonté de faire grandir le canton au niveau de la masse critique, parce que 170 000 habitants, c'est Lausanne. Et nous, on est 170 000 sur le canton. Donc forcément, on a certains inconvénients par rapport à d'autres régions. Donc on espère augmenter quand même un petit peu la population, la faire rajeunir aussi, parce qu'on a besoin de gens qui travaillent pour payer l'AVS, comme tout le monde. Et donc ces logements sont aussi là pour ça. Mais comment on fait pour contrôler ça? C'est, à mon avis, pas très possible, hein.